Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pause lecture. Il y a un petit moment que l'on n'en a pas fait ensemble. Et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous le premier chapitre du premier tome d'une saga que j'aime énormément, dont vous avez sûrement déjà entendu parler sur ma chaîne, c'est sûr, si vous êtes déjà passé par là. Mais sinon, dans tous les cas, c'est une saga qui est très connue. Il s'agit de Anne de Green Gables, ou Anne et la maison au pignon vert dans certaines traductions, de Lucy Maud Montgomery. Et vous connaissez peut-être la série sur Netflix, Anne with an E, qui est tirée de ce livre. Et j'avais envie du coup de partager avec vous, de lire, de prendre le temps de lire ensemble le premier chapitre et de découvrir le personnage de Anne ensemble. Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Tu es née sous une bonne étoile, âme de feu et de rosée. Robert Browning. À la mémoire de mon père et de ma mère. Chapitre 1. Madame Rachel Lynde est étonnée. Madame Rachel Lynde habitait à l'endroit précis où la route principale d'Avonlea plongeait dans un petit vallon planté d'aulnes et de fuchsias et traversé d'un ruisseau qui prenait sa source dans les bosquets de la vieille propriété des Cuthberts. Il était connu pour ses méandres impétueux au début de sa course à travers bois et ses sombres secrets de trous d'eau et de cascades. Mais une fois arrivé au vallon des Lynde, ce n'était plus qu'un ruisselet paisible et parfaitement discipliné, car même un cours d'eau n'aurait pu passer devant la porte de Madame Rachel Lynde sans égard pour la bienséance et les bonnes manières. Sans doute avait-il conscience qu'elle était là, assise derrière sa fenêtre, l'œil attentif à tout ce qui défilait, enfants et ruisseaux, et que si elle remarquait la moindre chose étrange ou déplacée, elle ne trouverait pas le repos avant d'avoir découvert le pourquoi et le comment. Bien des gens sont capables, à Avonlea comme ailleurs, de surveiller de près les affaires de leurs voisins à force de négliger les leurs. Mais Madame Rachel Lynde était de ces habiles créatures capables de s'occuper de leurs propres affaires sans négliger celles des autres. Remarquable maîtresse de maison, elle s'acquittait toujours de ses tâches à la perfection. Elle dirigeait le cercle de couture, participait à l'organisation du catéchisme et était le pilier du comité d'entraide de son église et de la collecte pour les missions étrangères. Et pourtant, malgré tout ça, Madame Rachel trouvait le temps de s'asseoir pendant des heures derrière la fenêtre de sa cuisine pour tricoter des dessus de lit en fil de coton. Elle en avait déjà confectionné 16, ainsi que le répétaient avec admiration les ménagères du village, et de surveiller la route qui, au-delà du vallon, remontait la colline rouge et escarpée. Comme Avonlea formait une petite péninsule triangulaire pointant dans le golfe du Saint-Laurent, quiconque y pénétrait ou en sortait devait emprunter cette route et passer sous l'empire invisible de l'œil inquisiteur de Rachel Lynde. Elle était assise là, une après-midi de début juin, tandis que le soleil chaud et brillant entrait par la fenêtre. Sur la pente devant la maison, le verger était en émoi d'une floraison blanche et rosée et bourdonnait de myriades d'abeilles. Thomas Lynde, un petit homme doux que les gens d'Avonlea avaient pour habitude d'appeler le mari de Madame Rachel Lynde, était occupé à semer ses dernières graines de navets dans le champ derrière la grange. Matthew Cuthbert aurait dû être en train de faire le même du côté de Green Gables, dans la grande étendue ocre près du ruisseau. Madame Rachel le savait parce que la veille au soir, elle avait entendu Matthew, dans le magasin de William G. Blair, à Carmody, dire à Peter Morrison qu'il avait l'intention de semer ses navets le lendemain après-midi. Bien entendu, c'est Peter qui le lui avait demandé. Matthew Cuthbert n'était pas connu pour se confier à propos de quoi que ce soit. Et pourtant, voilà Matthew Cuthbert à 15h30 au beau milieu d'une après-midi d'ordinaire chargée, qui descendait tranquillement le vallon avant de remonter la colline. Il portait un col blanc et son plus beau costume, preuve évidente qu'il s'apprêtait à quitter Avonlea. De plus, il avait pris le petit attelage et la jument alezane, il devait donc partir assez loin. Mais où Matthew Cuthbert pouvait-il bien se rendre, et qu'allait-il y faire? S'il s'était agi de n'importe qui d'autre à Avonlea, Madame Rachel, par d'ingénieux rapprochements, aurait pu fournir une réponse assez précise à ces deux questions. Mais Matthew quittait si rarement Green Gables que ce qui l'y forçait aujourd'hui devait être aussi inhabituel qu'impératif. C'était l'homme le plus timide au monde et il détestait se trouver au milieu d'étrangers ou dans des lieux où il aurait à engager la conversation. Matthew, habillé avec un col blanc et conduisant son attelage, c'était une chose rare. Madame Rachel eut beau se creuser la tête, elle ne parvint à trouver aucune explication, ce qui cacha la quiétude de son après-midi. Après le thé, je passerai à Green Gables et essaierai de savoir auprès de Marilla où il est allé et pourquoi, conclut la respectable dame. Généralement, il ne va pas en ville à cette période de l'année et il ne rend jamais visite à personne. S'il manquait de semences, il n'aurait pas pris l'attelage, encore moins habillé comme il l'était. Et s'il allait chercher le docteur, il aurait conduit plus vite. Pourtant, il a bien dû se passer quelque chose depuis hier soir pour qu'il prenne la route. Quel casse-tête! Je ne serai pas tranquille avant de savoir ce qui l'a poussé à quitter Avonlea aujourd'hui. Comme prévu, Madame Rachel partit après le thé. Elle n'avait pas beaucoup de chemin à faire.
la grande maison biscornue et entourée de vergers où vivaient les Cuthbert, se trouvait à peine à quelques centaines de mètres du vallon des Lynde. Certes, la longue allée rallongeait considérablement le trajet. Quand il avait fondé son domaine, le père de Matthew, aussi timide et silencieux que son fils l'était devenu, s'était éloigné de ses semblables autant qu'il l'avait pu, sans pour autant finir dans les bois. Il avait bâti Green Gables aux confins du terrain qu'il avait défriché, et aujourd'hui encore, la maison était à peine visible depuis la route principale, où se côtoyaient toutes les autres demeures d'Avonlea. Mais Madame Rachel Lynde n'appelait ça pas vivre que d'habiter dans un endroit pareil. Séjourner, tout au plus. Voilà ce que c'est, se disait-elle en remontant l'allée herbeuse aux ornières profondes bordées de buissons de rosiers sauvages. Pas étonnant que Matthew et Marilla soient un peu bizarres à force de rester à l'écart comme ça. Les arbres ne tiennent pas compagnie, et pourtant Dieu sait qu'ils sont nombreux ici. Je préférais avoir du monde autour de moi. Mais ça n'a pas l'air de les déranger. Je suppose qu'ils se sont habitués. Après tout, on peut s'habituer à tout, même à être pendu, comme disent les Irlandais. Sur ce, Madame Rachel quitta l'allée pour rejoindre la cour verdoyante, propre et nette, de Green Gables. D'un côté, elle était cernée de grands saules autoritaires, et de l'autre, de peupliers collés montés. Pas un seul bout de bois ou caillou égaré. S'il y en avait eu, Madame Rachel n'aurait pas manqué de les voir. Elle était certaine que Maria balayait cette cour aussi souvent que sa maison. On aurait pu manger par terre sans avaler la moindre poussière. Madame Rachel frappa vigoureusement à la porte de la cuisine et entra quand on l'y eut invitée. La cuisine de Green Gables était une pièce agréable. Du moins, elle aurait pu l'être si elle n'avait pas été si excessivement propre, au point de lui donner cette apparence qu'ont les endroits qui ne servent jamais. Ses fenêtres s'ouvraient sur l'est et sur l'ouest. Par celle à l'ouest, donnant sur la cour, entraient à flot les rayons d'un doux soleil de juin. Celle à l'est, en revanche, dont on apercevait les fleurs blanches des cerisiers dans le verger et les minces silhouettes des bouleaux inclinés dans le vallon près du ruisseau, était embarrassée d'un enchevêtrement de vignes. C'est là que s'asseyait Marilla Cuthbert, quand elle s'asseyait bien sûr, toujours un peu méfiante à l'égard du soleil qu'elle trouvait trop insouciant, et dansant pour un monde que l'on devait prendre au sérieux. Et c'est là qu'elle se tenait en ce moment, en train de tricoter, avec derrière elle la table prête pour le thé. Madame Rachel, avant même d'avoir fermé la porte, avait pris note de tout ce qui se trouvait sur la table. Il y avait 3 assiettes, donc Marilla et Matthew attendaient quelqu'un. Mais il s'agissait de la vaisselle de tous les jours, et il n'y avait qu'un pot de confiture à la pomme sauvage et qu'une seule sorte de gâteau. Donc l'invité attendu ne devait pas être particulièrement spécial. Alors que signifiait le col blanc de Matthew et la jument? Ce mystère si inhabituel pour Green Gables, d'ordinaire si tranquille et sans mystère, commençait à donner le tournis à Madame Rachel. « Bonjour Rachel » lança Marilla. « C'est vraiment une belle soirée, non? Vous ne vous asseyez pas? Tout le monde va bien chez vous ?» Quelque chose de l'ordre de l'amitié, faute d'un autre mot, existait et avait toujours existé entre Marilla Cuthbert et Madame Rachel, en dépit de leurs différences, ou peut-être grâce à elle. Marilla était grande et mince, anguleuse et sans la moindre rondeur. Ses cheveux noirs, parsemés de mèches grises, étaient toujours tirés en arrière et retenus en un petit chignon serré, fermement piqué de 2 épingles en métal. Elle donnait l'impression d'une femme de peu d'expérience et à la morale rigide, ce qu'elle était. Mais il y avait un petit quelque chose chez elle qui, si elle avait accepté de le laisser s'épanouir, aurait pu révéler un certain sens de l'humour. « Nous allons tous très bien, répondit Madame Rachel, mais j'ai eu peur que ce ne soit pas le cas chez vous, quand j'ai vu Matthew partir aujourd'hui. Je me suis dit qu'il allait peut-être chez le médecin ?» Les lèvres de Marilla frémirent de perspicacité. Elle s'attendait à cette visite. Elle savait que de voir Matthew partir ainsi sans raison apparente serait beaucoup trop pour la curiosité de sa voisine. « Oh non, je vais bien, même si j'ai eu une grosse migraine hier, déclara-t-elle. Matthew est allé à Bright River. Nous accueillons un petit orphelin de Nouvelle-Écosse. Il arrive ce soir par le train. » Si Marilla lui avait dit que Matthew était parti à Bright River chercher un kangourou à peine débarqué d'Australie, Madame Rachel n'aurait pas été plus étonnée. Elle resta bouche bée pendant quelques secondes. Il était impensable que Marilla se moque d'elle. Pourtant, elle ne put s'empêcher de le penser. « Vous êtes sérieuse, Marilla ?» lui demanda-t-elle quand la voix lui revint. « Oui, bien sûr, » répondit Marilla, comme si, au lieu d'être une stupéfiante nouveauté, accueillir des orphelins de Nouvelle-Écosse n'était qu'une tâche printanière parmi d'autres pour toute ferme bien tenue d'Avonlea. Madame Rachel sentit comme une violente secousse dans son esprit. Elle ne pensait plus qu'en point d'exclamation. « Un garçon? Marilla et Matthew Cuthbert, eux, adopter un garçon, un orphelin? Le monde marche à l'envers. Rien ne pourra plus m'étonner après ça. Rien. Mais qui a bien pu vous mettre une idée pareille dans la tête ?» demanda-t-elle d'un ton désapprobateur. Cette décision avait été prise sans lui demander son avis et ne pouvait donc qu'être désapprouvée. « Eh bien, nous y pensons depuis un moment, tout l'hiver en vérité, répliqua Marilla. Madame Spencer était là, la veille de Noël, et nous a dit qu'au printemps elle allait accueillir une petite fille de l'orphelinat de Hopton. Sa cousine vit là-bas et a donné à Madame Spencer tous les renseignements nécessaires. Matthew et moi en avons discuté, beaucoup discuté, et nous nous sommes dit que nous allions faire venir un garçon. Matthew ne rajeunit pas, vous savez, il a 60 ans et il n'est plus aussi vigoureux qu'autrefois. Son cœur l'inquiète beaucoup. Et vous savez comme il est difficile de trouver quelqu'un pour aider au champ.
Il n'y a plus que ces stupides petits français des demi-portions. Et dès que vous en tenez un à qui vous avez su apprendre quelque chose, il vous quitte soit pour travailler dans les conserveries de homards, soit pour les États-Unis. Au début, Matthew a suggéré d'accueillir un garçon des établissements du docteur Barnardo, mais j'ai tout de suite dit non. Ils sont peut-être très bien, je ne dis pas le contraire, mais je ne veux pas de ces enfants des rues qui traînent à Londres chez moi. Ramène-moi quelqu'un qui soit au moins né ici. Dans tous les cas, nous prenons un risque, mais je serai plus tranquille et dormirai mieux la nuit si nous prenons un Canadien. Finalement, nous avons décidé de demander à Madame Spencer de nous en choisir un quand elle irait chercher sa fillette. Nous avons appris la semaine dernière qu'elle allait partir, alors nous lui avons fait passer un mot par l'entremise de la famille de Richard Spencer à Carmody, lui demandant de nous ramener un garçon intelligent de 10 ou 11 ans. Nous sommes tombés d'accord pour dire que c'était l'âge idéal, assez grand pour nous aider tout de suite dans les tâches journalières et encore assez jeune pour l'élever comme il faut. Nous avons l'intention de lui donner un bon foyer et une bonne éducation. Madame Alexander Spencer nous a envoyé un télégramme aujourd'hui. Le facteur l'a rapporté de la gare. Nous informons qu'ils arriveraient par le train de 17h30. Matthew est donc parti le chercher à Bright River. Madame Spencer le fera descendre à cet arrêt. Bien entendu, elle continuera jusqu'à la gare de White Sands. Madame Rachel s'enorgueillissait de toujours dire ce qu'elle pensait. À présent, ayant repris ses esprits après cette étonnante nouvelle, elle s'apprêtait à parler. Eh bien Marilla, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. C'est une décision tout à fait stupide et même risquée, voilà. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous ramenez un inconnu chez vous dans votre foyer, sans savoir la moindre chose sur lui, son caractère, sur le genre de parents qu'il a eu, et sans savoir comment il pourrait tourner. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu dans le journal qu'un couple à l'ouest de l'île avait recueilli un orphelin et qu'il avait mis le feu à la maison en pleine nuit. Mis le feu volontairement, Marilla. Ils ont failli griller dans leur lit. Et j'ai entendu parler d'un autre cas, celui d'un garçon adopté qui gobait des œufs crus. On n'a jamais pu le défaire de cette vilaine habitude. Si vous m'aviez demandé mon avis, ce que vous n'avez pas fait, Marilla, je vous aurais dit « Au nom du ciel, ne faites pas une chose pareille !» Voilà ce que j'en dis. Ces paroles dignes des amis de Job ne semblèrent ni offenser, ni inquiéter Marilla. Elle continua à tricoter. Je ne nie pas qu'il y ait du vrai dans ce que vous dites, Rachel. J'ai eu moi-même quelques doutes, mais Matthew était vraiment décidé. Je l'ai bien vu, alors j'ai cédé. C'est si rare qu'il se décide pour quoi que ce soit, alors quand ça arrive, je me sens obligée d'accepter. Concernant les risques, il y en a dans à peu près tout ce que l'homme entreprend dans ce monde. Si on va par là, il est tout aussi risqué d'avoir des enfants à soi. Ils ne suivent pas toujours le droit chemin. Et puis, la Nouvelle-Écosse est tout près d'ici. Ce n'est pas comme si on le faisait venir d'Angleterre ou des États-Unis. Il ne peut pas être si différent de nous. J'espère quand même que tout se passera bien, dit Madame Rachel sur un ton qui trahissait clairement ses douloureuses inquiétudes. Seulement, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, s'il met le feu à Green Gables ou s'il verse de la strychnine dans le puits. J'ai entendu dire qu'un orphelin de Nouveau-Brunswick l'avait fait et que la famille tout entière était morte dans d'atroces souffrances. Bon, c'est vrai que dans ce cas-là, il s'agissait d'une petite fille. Eh bien, ce n'est pas une petite fille que nous allons avoir, dit Marilla, comme si empoisonner les puits était une spécificité strictement féminine qu'on ne pouvait donc redouter d'un garçon. Je ne m'imagine vraiment pas accueillir une fille. Je me demande comment fait Madame Spencer. Mais après tout, elle serait capable d'adopter tout un orphelinat si ça lui passait par la tête. Madame Rachel serait volontiers restée jusqu'à l'arrivée de Matthew avec son orphelin sous le bras. Mais en songeant aux 2 bonnes heures d'attente, elle se dit qu'elle ferait mieux d'aller chez Robert Bell, au bout de la route, pour annoncer la nouvelle. Ça allait sans doute faire sensation. Et Madame Rachel adorait faire sensation. Elle se retira donc, au grand soulagement de Marilla, qui sentait ses craintes et ses doutes refaire surface sous l'influence du pessimisme de sa voisine. « On aura tout vu !» s'exclama Madame Rachel, quand elle fut assez loin dans la vallée. « J'ai vraiment l'impression de rêver. Mais c'est pour ce pauvre petit que je suis désolée. Matthew et Marilla ne connaissent rien aux enfants, et ils attendent de lui qu'il soit aussi malin et calme que son grand-père, s'il en a jamais eu un, ce dont je doute. Rien que l'idée d'un enfant à Green Gables est étrange. Il n'y en a jamais eu, puisque Matthew et Marilla étaient déjà grands quand la maison a été construite. Mais ont-ils vraiment été enfants un jour ? Difficile à croire quand on les voit. Pour rien au monde, je ne voudrais être à la place de cet orphelin. Eh bien, voilà que je le prends en pitié maintenant. C'est ainsi que Madame Rachel déversa le trop-plein de son cœur sur les rosiers sauvages. Et si, à ce moment précis, elle avait pu voir l'enfant qui attendait patiemment à la gare de Bright River, sa pitié aurait été plus grande et plus profonde encore. Et voilà le premier chapitre de Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery. Donc dans ce chapitre, on fait la connaissance de Marilla, de Matthew et de leur voisine Rachel Lynde, mais pas encore de notre petite Anne. J'espère que cette lecture vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le roman ou de le redécouvrir si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la saga, si vous l'avez lu en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.